Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Mac sur i24 News. Au programme aujourd'hui, peuvent-ils encore tomber plus bas? Les cours du pétrole n'en finissent plus de déconcerter les marchés en chutant cette semaine à leur plus bas niveau depuis 11 ans. La nouvelle devrait réjouir les investisseurs. Cette fois, pourtant, l'inquiétude prédomine. Et si les difficultés financières des pays producteurs mettaient l'économie mondiale en danger? Nous recevrons dans un instant le docteur Franck Khalifa. Et puis de l'énergie toujours, si la COP21 est pour beaucoup synonyme d'espoir, elle laissera un goût amer à des pans entiers de l'économie. La dernière mine de charbon du Royaume-Uni vient de refermer ses portes. La fin d'une ère, mais pas forcément le début d'une nouvelle pour les mineurs qui dénoncent un abandon du gouvernement. La transition énergétique ne se fera sans doute pas sans tension sociale. Reportage à suivre en seconde partie d'édition. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Un passage avant tout cela par l'essentiel de l'actu éco du jour avec la visite d'abord en Chine du Premier ministre irakien. Haider al-Abadi a été reçu à Pékin, vous le voyez, par le président Xi Jinping avec la promesse d'un partenariat stratégique et d'une plus grande coopération, notamment dans le domaine de l'énergie. Bagdad cherche des investissements dans un contexte sécuritaire, on le sait, précaire, et la Chine semble décidée à participer activement à la reconstruction de l'économie irakienne. Il s'agit de trouver d'autres leviers de croissance que le pétrole. Télécom, électricité et infrastructures font partie des priorités. L'Irak veut trouver un moyen de se développer par l'investissement plutôt que par le pétrole brut. En ce sens, l'investissement est la base. Je pense que la Chine possède une puissante capacité d'investissement de fonds pour des pays comme l'Irak. L'Irak a beaucoup de pétrole qui sert de garantie à la Chine pour investir en Irak et de procéder à davantage de coopération dans ce domaine. Et la Chine a des vues aussi en Amérique du Sud. L'Équateur espère donner un coup d'accélérateur à sa production de cuivre. Un projet de méga exploration vient d'être lancé avec l'aide d'investissements chinois. 1,4 milliard de dollars pour développer une mine à ciel ouvert. 2,15 millions de tonnes de cuivre estimées. Projet longtemps retardé en raison, entre autres, des difficultés dans l'acquisition des terres. De nombreuses familles ont été expulsées. L'impact sur l'environnement a fait aussi l'objet de débats, mais le gouvernement préfère souligner un virage historique pour l'industrie minière nationale et espère à terme la création de 10 000 emplois directs et indirects. Il y aura un avant et un après cette journée historique déterminante pour l'exploitation minière nationale. Aujourd'hui, nous voyons comment ce rêve se réalise après avoir commencé il y a plus de 3 ans, lorsque notre gouvernement a d'abord signé un contrat avec la compagnie minière de capitaux chinois Equa Corriente. La province de Zamora et le pays tout entier entament une nouvelle ère de progrès et de développement grâce à l'élaboration du premier projet industriel minier en Équateur. Toujours en Amérique du Sud, on en parlait hier, l'Argentine a entamé un tournant libéral majeur il y a quelques jours. Depuis l'investiture de Mauricio Macri à la présidence, on pouvait s'y attendre, cela déplaît à de nombreux travailleurs. Des centaines de manifestants, vous le voyez, ont marché hier vers la place de Mai à Buenos Aires pour exiger une prime de Noël et protester bien sûr contre la récente dévaluation du peso argentin après la levée du contrôle d'échange. On retrouvait parmi eux de nombreux partisans de l'ancienne présidente Cristina Kirchner. Je suis ici à cause des ajustements brutaux faits par le nouveau gouvernement de Macri, parce que notre salaire va être dévalué et parce qu'il a trop favorisé le secteur de l'agrobusiness. Nous sommes là pour soutenir les demandes des travailleurs. En moins de 15 jours, le gouvernement Macri a fait des ajustements brutaux contre les travailleurs d'Argentine. L'actualité en France et l'INSEE d'abord qui confirme que la croissance du PIB a bien atteint 0,3% au troisième trimestre après une stagnation entre avril et juin. Le pouvoir d'achat des ménages a lui aussi rebondi sur cette période, plus 0,9%. Même tendance pour le taux d'épargne des Français qui s'affiche à 15,5% du revenu brut disponible. En revanche, la consommation des ménages accuse en novembre sa plus forte baisse depuis début 2014, moins 1,1%. Outre un éventuel effet des attentats de Paris, c'est la météo clémente de ces dernières semaines qui a tiré vers le bas la consommation d'énergie, tout comme les dépenses d'habillement. Une info encore sur la France avec une mauvaise nouvelle. Le taux de pauvreté a légèrement augmenté dans l'Hexagone en 2014. D'après l'INSEE, il s'établirait à 14,2% contre 14 tout rond en 2013. On parle de 9 millions d'individus vivant donc avec moins de 1 002 € par mois, soit 60% du revenu médian. Cela représente 4 millions de ménages. Et puis un mot de la croissance au Royaume-Uni qui s'établit finalement à 0,4% pour le troisième trimestre par rapport au précédent. C'est mieux que beaucoup de pays de l'Union européenne, mais c'est en dessous de la première estimation qui était de plus 0,5%.
faut-il encore s'en réjouir? Les prix du pétrole sont retombés cette semaine à leur niveau de 2004, 36,21 $ pour le baril de Brent lundi contre 115 $ en juin 2014. Les consommateurs de carburant sont heureux, les pays producteurs beaucoup moins. Qatar ou Arabie Saoudite affichent déjà des déficits budgétaires. Ne parlons pas de la Russie en récession. Et d'après les experts, il ne faut pas s'attendre à une inversion de la tendance. L'OPEP n'entend pas réduire sa production. Les USA vont reprendre leurs exportations et l'Iran s'apprête à signer son grand retour sur le marché. Bref, l'offre est surabondante comme l'explique Laura Duhamel. Qu'il est loin le temps où la peur de manquer de pétrole faisait trembler l'Occident. Aujourd'hui, la planète regorge d'or noir. Conséquence, le prix du baril est en chute libre. En 18 mois, il a perdu 2/3 de sa valeur pour tomber à 36 $ pour le Brent, du jamais vu depuis 2004. Première victime de cette déchéance, les pays exportateurs membres de l'OPEP. Le FMI évalue à 275 milliards de dollars leur manque à gagner. Leurs finances publiques sont dans le rouge. Pour autant, l'organisation a ce mois-ci refusé une fois de plus d'abaisser son niveau de production. Nous avons décidé de reporter cette décision à la prochaine réunion de l'OPEP, jusqu'à ce que la situation de la production mondiale soit plus claire, afin de se mettre d'accord sur un chiffre. Et cette surabondance ne risque pas de se tarir de sitôt. Aux États-Unis, le Congrès vient de réautoriser l'exportation de pétrole, dont celui issu des schistes. Cette interdiction avait été imposée lors de la guerre de Kippour en 1973. Il s'agissait alors de maintenir des réserves afin de faire face à un autre choc pétrolier. Mais le contexte n'est plus le même et les Américains veulent tirer profit de leur manne d'or noir. En parallèle, la Libye prévoit d'augmenter sa production en cas de stabilité politique retrouvée. Et enfin, autre paramètre, l'Iran qui fait son retour. Faisant fi de la situation critique des pays de l'OPEP, le ministre iranien du pétrole a annoncé une augmentation de la production de 500 000 barils par jour. Et ce, dès la levée des sanctions internationales censées intervenir début 2016. Nous ne négocierons pas avec l'OPEP pour augmenter notre production. Nous les en informerons seulement pour qu'ils s'adaptent. Aucun rééquilibrage de la production n'est donc en vue. Et pourtant, parallèlement à ce surplus d'or noir, la demande, elle, n'en finit pas de stagner. La Chine, gros consommateur d'énergie, est en plein ralentissement. Quant aux États-Unis, ils croulent désormais sur leur propre stock de pétrole. Résultat, de l'avis de l'Agence internationale de l'énergie, le marché sera saturé jusqu'à fin 2016. Je pense qu'en 2016, nous verrons toujours un approvisionnement qui montrera que les marchés seront toujours bien approvisionnés avec des capacités grandissantes. Il y a une inconnue sur le rythme de l'accroissement de la demande qui a été plutôt forte en 2015. 1,8 million de barils par jour, ce fut la deuxième plus importante augmentation de la demande des 10 dernières années. Si pour les entreprises et les ménages, cette baisse des cours est une excellente nouvelle à court terme, le risque à long terme est une aggravation des déficits des pays producteurs. Les places financières risqueraient alors d'en pâtir. Et la chute des cours semble s'être quelque peu interrompue ce mercredi avec un Brent revenu aux alentours de 36,50 $. On accueille le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Professeur certifié d'économie. D'abord, pourquoi, question simple, cette nouvelle baisse cette semaine? Pourquoi? Il s'agirait a priori d'un effet totalement mécanique lié au marché. Donc on a une offre qui reste inchangée et une offre qui est importante face à une demande évidemment qui s'est affaissée, notamment liée de la croissance de la demande. Ouais. C'est ça. Ouais. Baisse des cours en général, c'est quand même une bonne nouvelle. Pourquoi cette fois-ci les investisseurs ont l'air plutôt inquiets? Alors ils sont surtout inquiets, il faut le dire, du côté du Royaume-Uni, puisque c'est là-bas que se passent effectivement les plus grandes transactions financières. Et il y a le prix du baril de la mer du Nord, du Brent, effectivement. Donc effectivement, il y a une inquiétude par rapport à cet effondrement, puisqu'il y a une spéculation qui est faite dessus. Pour les ménages, évidemment, c'est une bonne nouvelle, sauf si les taxes, notamment la taxe intérieure sur les produits pétroliers, restent inchangées ou même augmentent. À ce moment-là, c'est plutôt... risque, il y a un décalage souvent entre le prix à la pompe et le Bien sûr, il s'agit de prix administrés plus que de prix qui sont liés à la loi de l'offre et la demande. Alors on en revient quand même à cette question. Pourquoi les pays de l'OPEP, on l'a vu il y a quelques jours, maintiennent envers et contre tout leur niveau de production? Pourquoi ne pas l'abaisser? D'ailleurs, on a l'impression que c'est l'Arabie Saoudite qui dicte un petit peu cette tendance. Alors, en apparence, l'Arabie Saoudite dicte effectivement ses règles au reste de l'OPEP, parce que de toute façon, elle a d'énormes réserves à écouler, elle a plusieurs années de réserves. À ce moment-là, elle est intéressée à vendre effectivement à des prix même bas, parce qu'il y a effectivement derrière des rentrées de recettes pour ces pays-là, en apparence. Mais sur un point plus politique, effectivement,
il y a peut-être, on peut soupçonner les États-Unis de faire pression sur l'Arabie saoudite pour directement aller faire pression sur d'autres pays, tels que par exemple la Russie. Ouais, les États-Unis, on l'a dit, qui viennent de réautoriser l'exportation de pétrole, donc y compris celui issu des schistes, c'est aussi une nouvelle peut-être qui va faire descendre encore un peu plus les cours? David, il s'agit plus d'une mesure symbolique a priori, puisque vous savez très bien que le coût de production du pétrole est très cher aux États-Unis. Il baisse, hein. Il baisse, mais il reste quand même supérieur à celui de l'Arabie saoudite. Pour préciser à aux téléspectateurs, il s'agit bien d'une loi budgétaire dans laquelle on a levé effectivement l'interdiction qui était depuis le premier choc pétrolier. Ouais, parce 73, que voilà, en 73, puisque les États-Unis ont pu, depuis, ils ont pu refaire leurs réserves stratégiques. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème qui est derrière nous, mais en tout cas, le marché n'existe pas vraiment pour ces exportations, visiblement. Le marché n'existe pas, mais les États-Unis sont indépendants sur le point de vue énergétique. Et donc, ils ont une pression sur l'Arabie saoudite, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et justement, le retour aussi, on en parlait de l'Iran sur le marché, vous en pensez quoi? Nouveau facteur? Vous savez très bien que dans cette région, il y a une lutte pour le leadership. D'un côté l'Iran et de l'autre côté l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est 90%. Donc un bras de fer en vue. Un bras de fer en vue. Et évidemment, c'est pour ça qu'il y a aussi cette pression de l'Arabie saoudite sur l'Iran. Ouais, alors un mot justement, on va en parler des finances publiques de ces grands pays producteurs de pétrole. Il y a la Russie, on en parle très souvent, l'Arabie saoudite, les pays du Golfe. Est-ce que c'est une menace, les difficultés qu'ils rencontrent, un déficit d'aide grandissante pour l'ensemble de l'économie mondiale, étant donné que ce sont des pays qui importent énormément? Oui, c'est une menace si on commerce avec ces pays-là. Vous savez que le Venezuela, lui, est exsangue, donc lui, il est obligé de baisser la tête. C'est ce qu'il a fait pour les réserves mondiales, effectivement. En ce qui concerne l'Arabie saoudite, ses investissements sont énormes, notamment dans le domaine immobilier et même dans le domaine militaire. Donc elle a besoin de ses rentrées budgétaires. Et effectivement, ça peut être une menace pour l'économie mondiale s'il y avait un affaissement soudain de l'investissement mondial. Ouais. Et pour les pays du Golfe, eux, on sait qu'ils résistent grâce justement aux réserves financières accumulées dans les années de vaches grasses, on va dire. Est-ce que ça peut durer encore? Combien de temps ils peuvent tenir le coup? En ce qui concerne l'Arabie saoudite, c'est des vaches grasses sur plusieurs années. Ouais. Donc c'est bien pour ça qu'elle exerce sur les autres pays son diktat économique et qu'à ce moment-là, on ne peut pas lui résister. La Russie est en pleine récession, donc elle baisse la tête. Ils ont des reins solides, vous pensez, ces pays du Golfe? Ces pays du Golfe ont les reins solides en termes financiers, mais vous savez très bien qu'une économie ne repose pas que sur le financier, elle réserve aussi sur la force, sur la solidité de son économie. On s'en rend compte aujourd'hui. Un mot aussi sur le climat, la COP21 qui vient de se terminer par un accord, la transition énergétique. Est-ce que ça va aussi finalement peut-être faire réduire cette consommation de pétrole et donc des cours toujours plus bas? Énormément, puisqu'un accord a été enfin trouvé, même s'il n'est pas trop contraignant vis-à-vis des États-Unis, mais effectivement cette nouvelle donne énergétique va être un poids supplémentaire sur la production de pétrole. Forcément, et certains s'en réjouiront. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, pour tous ces éclaircissements. Et du pétrole, on se tourne à présent vers l'industrie du charbon, autre énergie fossile dont l'exploitation est menacée dans certains pays par l'essor du renouvelable. Et cela ne fait pas que des heureux. Au Royaume-Uni, la dernière mine a fermé ses portes il y a quelques jours. C'est une page d'histoire qui se tourne pour un pays dont l'économie a été façonnée au siècle dernier par l'extraction justement houillère. Mais cette transition énergétique a-t-elle été préparée comme il se doit? Les 450 mineurs de Kellingley ne comprennent pas pourquoi leur mine encore rentable est mise à l'arrêt maintenant. Au-delà de la perte de leur emploi, ils redoutent l'effondrement économique de toute une région. Reportage. Dernier jour dans les entrailles de la terre pour ces mineurs de charbon à 800 mètres sous la surface. La mine de Kellingley dans le nord de l'Angleterre est la dernière mine de charbon du pays. Après un demi-siècle d'exploitation, elle cesse son activité. Mais pour les 450 mineurs de Kellingley, ce n'est pas simplement la perte d'un emploi, mais la disparition pure et simple d'un mode de vie. Mon père était mineur et la plupart des gens, leur père étaient des mineurs aussi. C'est notre héritage. C'est tellement dommage, je suis vraiment dégoûté. Le syndicat des mineurs de la région dénonce un abandon du gouvernement. Déjà mise en difficulté par l'importation à bas prix et le doublement de la taxe carbone, l'industrie du charbon fait aujourd'hui les frais de la politique de Londres, orientée vers la transition énergétique. C'est absolument incroyable de penser qu'on va devoir abandonner une mine encore rentable, abandonner une industrie où il y a une main-d'œuvre qualifiée et on va tout fermer. C'est absolument scandaleux. Quelques semaines avant le début de la COP21, le gouvernement britannique avait annoncé sa volonté d'arrêter les centrales au charbon les plus polluantes d'ici 2025. Pour limiter sa production de gaz à effet de serre, le Royaume-Uni a désormais recours au nucléaire.
Mais la fermeture de la mine n'affecte pas uniquement les mineurs de Kellingley, c'est toute l'économie locale qui est menacée. C'est une ancienne ville, une ville de mineurs. Les mineurs veulent travailler, ils ne veulent pas d'une allocation chômage. Les gars veulent travailler, c'est tuer notre ville. Près de 30 ans après les violentes grèves qui avaient opposé les gueules noires à Margaret Thatcher, le gouvernement de David Cameron aura finalement eu raison de cette industrie. À son apogée il y a un siècle, elle employait plus d'1 million de personnes. D'une révolution industrielle à une autre, du charbon au renouvelable. Et c'est la fin de cette édition. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment le monde de la finance qui se penche de plus en plus sur les innovations israéliennes. Un premier bilan aussi pour les bourses en 2015 et l'info qui continue. Restez avec nous.